Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Notre invité est Olivier Minguin. Bonjour. Bonjour. Bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert et surtout président des FDF, les fédéralistes démocrates francophones, qui fêtent leurs 50 ans. On va y revenir dans un instant. Mais je voudrais qu'on commence par l'actualité. Cet accord de gouvernement qui est désormais ficelé. On parle maintenant du casting. Charles Michel, en train de réussir son pari, ça vous énerve? Oh non, moi je ne suis pas énervé. Je crois tout simplement qu'on peut faire beaucoup de choses en politique, mais à ce point être girouette, même si c'est pour trouver refuge sur le clocher de la NVA, ça laisse perplexe. Parce que vous avez entendu comme moi en campagne, jamais avec la NVA, grande réforme fiscale en faveur des revenus du travail, je la cherche. En somme, ce gouvernement va demander encore beaucoup d'efforts aux citoyens, et les gens peuvent comprendre qu'il y a encore des efforts à consentir. Mais ils attendent la récompense et la sortie du tunnel. Eh bien, je ne crois pas qu'avec ce gouvernement, ils vont voir la sortie du tunnel, et notamment que ceux qui, par leur seul revenu du travail, finalement contribuent à l'ensemble des charges de ce pays, ne vont pas être reconnus dans leur effort et ne vont pas enfin retrouver un pouvoir d'achat amélioré. Ouais, on va revenir dans un instant sur la politique économique et sociale, mais est-ce que vous n'êtes pas un petit peu mauvais perdant, Olivier Minguin? Parce qu'on a entendu Bart de Wever hier soir s'exprimer sur plusieurs médias. Il a donc accepté de monter dans un gouvernement fédéral. Il accepte qu'il n'y ait pas de chapitre communautaire dans la déclaration gouvernementale. Il a indiqué hier qu'il souhaitait la stabilité, qu'il allait œuvrer en faveur de la stabilité. Il vous donne tort? Vous croyez à tout cela, vous, avec Bart de Wever? Vous allez voir dans la pratique. Vous savez, on les connaît. On les verra à l'œuvre. Allez, je vais prendre un exemple. Monsieur Yann Bonne, ministre de l'Intérieur, si c'est lui qui le devient, quand tous les bourgmestres bruxellois vont dire, à juste titre, refinancement des zones de police à Bruxelles, parce que les zones de police ne sont pas correctement financées à Bruxelles, ne serait-ce qu'au regard de l'évolution démographique de Bruxelles. J'attends de connaître la réponse de M. Yann Bonne et ce qu'il mettra comme condition. C'est pas un procès d'intention contre la NVA? Enfin, on les a vous ne leur ferez jamais confiance? Ah non, moi j'avoue que la confiance en la NVA, elle est vraiment nulle. Mais nous allons les mettre à l'épreuve. On va vérifier leur bonne volonté, leur prétendue volonté de stabilité. Attendez, fondamentalement, rien ne change dans ce parti. Ouais. La politique socio-économique, c'est un coup de barre à droite. Vous auriez pu en être ou pas? Tel quel? Non, pas du tout. Parce que je trouve d'abord, qu'il y a beaucoup de malhonnêteté intellectuelle de la part du MR. Moi, je me souviens de débats du MR qui disaient on ne touchera pas à l'index, on ne touchera pas à l'âge de la retraite, on fera une grande réforme fiscale qui sera autosupportée sur le plan budgétaire, qui sera neutre sur le plan budgétaire. Bon, moi, j'avais plus d'honnêteté intellectuelle. Je disais, oui, il va falloir toucher à l'index, mais pas de cette façon-là, pas un saut d'index. On va protéger les revenus les plus faibles, les moyens. C'est ce qui se passe, il y a un saut d'index social, donc les petites pensions et les plus bas revenus ne sont pas concernés. Le bas revenu, attendez, il y a aussi les moyens revenus qui étaient protégés dans notre formule. Donc, au-delà d'un montant, 3 000 euros, au-delà des 3 000 euros, chez nous, on écrêtait. Mais eux, pas. Ils vont toucher même des gens qui ont des revenus faible et pas très élevé. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas 3 000 euros bruts, c'est déjà pas non plus un revenu exceptionnel. Ça veut dire que le FDF d'aujourd'hui, il est plus à gauche que la coalition suédoise, que le programme qui est sur la table. Il est plus juste. Ouais. Les gens, comme je dis, peuvent comprendre qu'il faut faire des efforts. Les gens ne sont pas dupes. Mais d'abord, beaucoup de partis qui ont été en campagne ont dit il n'y aura plus. On est sorti de la crise institutionnelle est terminée, la crise socio-économique, il y a de la relance. Ce qui n'était pas vrai. Le MR a promis une grande réforme fiscale pour faire en sorte qu'il y ait à nouveau un différentiel en faveur des revenus du travail. Ce ne sera pas le cas. Il n'y a pas cette grande réforme fiscale. Et il n'y a pas la volonté de redonner à ceux qui travaillent un pouvoir d'achat réel. Dans ce qu'on connaît, c'est un grand échec. Ouais, dans ce qu'on connaît de l'accord gouvernemental, puisqu'il n'est pas encore publié à ce stade, donc il y a le saut d'index, on vient d'en parler, il y a les travaux d'intérêt généraux pour les chômeurs longue durée, il y a le non-remplacement dans la fonction publique. Là-dedans, qu'est-ce qui vous choque? Et qu'est-ce qui, éventuellement, aurait pu être un programme auquel vous auriez souscrit? Je prends l'âge de la retraite. Moi, j'ai eu le courage de dire, en campagne électorale, oui, il faut parler de l'âge légal de la retraite. Et je me souviens des débats où j'allais, et où le MR disait, mais pas du tout, vous ne vous rendez pas compte. Je disais, donc c'est le reniement, c'est ça que vous dénoncez? Attendez, le reniement est pire que cela. Parce que moi, j'avais l'honnêteté de dire, on ne touche pas aux droits acquis. Ceux qui sont en activité, eux, gardent un régime de retraite acquis parce que c'est le respect, je dirais presque, de ce qu'on a promis aux gens au cours de leur carrière. Ceux qui commencent une carrière
Seulement, ceux qui commencent une carrière dans les années à venir, eux doivent savoir qu'ils travailleront plus. Mais qu'a fait le MR? Non seulement il disait on ne touchera jamais à la retraite, mais il impose ce changement à ceux qui sont en activité. Ça, je trouve très malhonnête. Vous ciblez le MR, Olivier Minguin, mais c'est quand même aussi le CDNV, l'OpenVLD, la NVA. Non, sauf par exemple que la NVA avait ça dans son programme. Bon, ça, je reconnais que... Donc, je crois que la NVA a très bien exécuté son programme socio-économique. C'est le parti dominant de la coalition? Ça, incontestablement. Ouais. Et donc, je dis que ceux qui avaient pris des engagements très solennels, une fois de plus, ont manqué de leur parole. Ouais. Est-ce qu'il y a une fracture aujourd'hui dans le paysage politique francophone, Olivier Minguin? C'est oui. Le MR contre tous les autres? Je crois que c'est le MR contre lui-même, en somme. Et est-ce que c'est irrémédiable? La politique n'est pas faite d'exclusive à tout jamais. Ouais, je pose la question est-ce que s'il y a des élections dans 2 ans, 3 ans ou dans 5 ans, vous pouvez être à une même table que le MR ou pas? Pas si vite que ça. Le MR va devoir quand même clarifier un jour sa position par rapport à la NVA. Je crains malheureusement que ce soit la NVA plutôt que clarifie sa position à l'égard du MR, parce que je crois que la NVA a plus de courage, malheureusement, pour aller vers le pire. Ça veut dire que vous vous attendez à ce qu'il y ait un durcissement communautaire à un moment de la législature? Vous les connaissez par cœur, vous savez. Ce qu'on a vécu avec le CVP pendant des années, si vous croyez qu'on ne va pas le subir avec la NVA, quand on connaît le profil de la NVA, il faut être naïf. Et après cet épisode-là, est-ce que vous pourrez retravailler avec le mouvement réformateur ou pas? Si d'abord, il veille à reconnaître ses erreurs. Moi, je suis... Vous savez, on n'est pas là pour faire ostraciser qui que ce soit, mais le MR va devoir rapidement reconnaître qu'il a commis une grave erreur, parce que vous verrez que ce sera au détriment notamment de Bruxelles. Alors, encore 2 questions sur l'actualité immédiate. Il y aura 7 ministres francophones, Premier ministre inclus, c'est-à-dire 6 ministres plus un Premier ministre. Voilà, déjà un premier. Mais oui, parce que... C'est conforme à la Constitution ou pas? Ça respecte la Constitution, mais... Par contre, toujours du côté flamand, ils ont considéré que quand c'était un Premier ministre flamand, il était hors équilibre linguistique. M. Di Rupo était hors équilibre linguistique. On comprend difficilement qu'aujourd'hui, le MR, quelque part, crée un mauvais précédent. Ouais. Est-ce que dans le paysage qui s'offre à nous aujourd'hui, avec une coalition fédérale et les autres partis qui sont dans les régions, on est face à un risque d'instabilité? Quand on entend les syndicats qui se préparent, est-ce que vous allez souffler sur les braises de la contestation, ou est-ce qu'on va rester dans des proportions raisonnables? Non. Je suis pour que, justement, au niveau, et ce sera la position que je défendrai avec mon parti au sein du gouvernement régional, on soit ferme pour faire respecter Bruxelles, qu'on soit ferme pour faire respecter les intérêts de l'ensemble des francophones de ce pays. Mais vous n'irez pas avec les syndicats dans la rue? Ce n'est pas le rôle des politiques, ce n'est pas le rôle des ministres, certainement pas. D'autres partis pourraient être tentés? Peut-être, on le verra. Mais je ne serai pas pour aller à l'affrontement pour l'affrontement. Mais je serai très exigeant pour faire respecter Bruxelles et pour faire en sorte que ce que les gens, les citoyens doivent supporter comme effort ne soit pas d'abord aggravé par des mesures qui seraient prises au niveau des régions. Et ça, il faut bien reconnaître que nous n'avons pas de tour de vis fiscal. Au contraire, en région bruxelloise, nous avons obtenu par la négociation l'abandon d'une partie d'une taxe régionale et l'abandon substantiel d'une taxe régionale, le fameux % d'agglomération en plus sur les revenus du travail. Il y aura une hausse du précompte immobilier? Non. Il y aura une redéfinition de la base. L'a annoncé, il y aura une redéfinition de la base taxable pour certains immeubles, notamment pour des immeubles de rapport, et particulièrement, moi je suis pour qu'on évolue vers une base taxable réévaluée pour des immeubles qui ont été subdivisés, des maisons anciennes unifamiliales qui ont un revenu cadastral très faibles, qui sont aujourd'hui subdivisés. Il est assez équitable sur le plan fiscal qu'on revoie le revenu cadastral. Mais donc, c'est la base qui va être redéterminée. Ce n'est pas les barèmes fiscaux. Alors, on va parler des 50 ans d'EFDF. Oui. Cérémonie ce soir à l'Arsenal à Etterbeek. 50 ans après, le message est toujours d'actualité? Oui, pour tous ceux qui connaissent bien la vie. Ça a été créé par des Wallons, les FDF. Des Bruxellois, des Wallons qui vivaient à Bruxelles depuis longtemps, oui, mais ça, faites le tour des Bruxellois, il y en a beaucoup qui ont des origines multiples. Il n'y a aucune honte à avoir pour certains d'entre eux des origines wallonnes. Mais fondamentalement, ça a été un parti formidablement novateur, c'est ce que l'étude des scientifiques démontre. Voilà, alors on nous a connus sur l'exigence d'avoir Bruxelles région à part entière, mais on découvre grâce à ce livre que nous avons été novateurs, par exemple sur la conception urbaine de Bruxelles, la défense du patrimoine à Bruxelles, le refus de la conception des années VDB, pour faire bref, c'est-à-dire la démolition du patrimoine de Bruxelles pour faire des immeubles tour partout. Les précurseurs, c'était nous. Ouais. La conception du développement durable, c'était nous. On a été aux avant-gardes. Donc c'est une équipe d'historiens, c'est-à-dire que vous avez ouvert vos archives? C'est vrai. Et donc, ils nous en remercient. Ils disent que c'est la première fois qu'on a pu travailler dans les archives d'un parti sans limite.
nous avons mis à disposition tout ce que nous pouvions mettre à leur disposition. Oui, c'est une grosse brique. Hein. C'est un ouvrage très complet, c'est enfin un bel ouvrage de référence sur un parti qui a quand même beaucoup pesé dans l'histoire politique de Bruxelles et d'au-delà. Il y a près de 500 pages, vous êtes d'accord avec toutes les pages? Ou il y a des choses qui vous chagrinent? C'est la liberté académique, il y a parfois des imprécisions historiques, il y a parfois des compléments d'informations que des témoignages pourraient donner. Mais la qualité du travail fait par les 16 universitaires qui se sont penchés, qui ont décortiqué notre histoire, est assez exceptionnelle. Et je crois que c'est parce qu'il y a eu cette liberté de recherche qu'on a un ouvrage de référence. On ne voulait pas un livre laudatif en disant « le FDF est merveilleux en toutes choses ». On a nos parts de faiblesse aussi. Et c'est ça qui était intéressant, c'était de voir la dynamique. Vincent Dujardin, aux éditions Racine. Est-ce qu'il y a plusieurs périodes dans l'histoire des FDF? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous occupez un peu moins de périphérie qu'hier, en ayant perdu la partie sur la scission de Bruxelles-Lilleworde? On sera toujours protecteur des droits des francophones là où ils sont établis, pour une question de justice, d'égalité de traitement, par respect de la personne, comme moi je suis respectueux de ma minorité flamande. Mais ces derniers mois. Fondamentalement, on sera toujours novateur pour dire le discours de la lucidité sur un certain nombre d'enjeux. Et on ne trompera pas les électeurs. Vous répondez pas vraiment à ma question. Est-ce que la périphérie est moins importante aujourd'hui qu'hier? La périphérie est toujours aussi importante qu'hier, parce que les injustices demeurent en périphérie. On trouvera d'autres voies que celles sur lesquelles tous les partis s'étaient engagés. L'élargissement de Bruxelles, c'était une revendication commune à tous les partis francophones. On trouvera d'autres voies pour protéger les francophones de la périphérie, comme on trouvera toujours d'autres voies pour affirmer Bruxelles comme région à part entière si c'était menacé. Ouais. La présidentielle au FDF, c'est au mois de mars. Tout à fait. Vous êtes candidat? Attendez encore un peu, j'ai dit que je répondrai d'ici à la fin de l'année. Ouais. Vous y pensez un petit peu en vous rasant le matin? Je me rase toujours au rabot et je pense à beaucoup et pas qu'à ma chère personne quand je me rase. Charles Michel, il a 38 ans, il est Premier ministre. Est-ce que pour être face à lui, il faudra un jeune quand on sera président de parti dans 1 an ou 2 ans? Je me permets de dire que je ne suis pas Kakoshim quand même. Je suis prêt à vous inviter à faire une course à pied avec moi, on verra qui tiendra la distance. Mais trêve de plaisanterie, non. L'âge, l'expérience est utile. J'entends que Juppé a 69 ans en France, on dit c'est peut-être la sagesse et l'expérience qui nous sera bien utile. Non, j'ai 56 ans, je ne me sens pas hors jeu, mais ceci étant, je reconnais qu'il y a dans le parti des jeunes pousses qui sont très prometteuses. Vous les connaissez comme moi, vous les invitez d'ailleurs. Mais quand on est président depuis longtemps, est-ce qu'on se dit à un moment, je dois passer la main, il ne faut pas que je fasse le mandat de trop? Ou est-ce qu'on se dit, c'est moi qui contrôle tout, c'est moi qui sais tout et c'est moi qui suis indispensable? Être indispensable est une erreur dans un parti tel que le nôtre. Est-ce que vous pourriez faire un ticket, Olivier Minguin, et vous présenter avec un jeune? Mais j'ai ouvert une réforme dont je ne sais pas si elle sera admise, qui est de dire, oui, je crois qu'il faut tenir compte d'une réalité institutionnelle, puisqu'on a la prétention aussi d'être présent en Wallonie, on sait que c'est plus difficile, mais on y travaille. Donc avec des vice-présidents... Des présidents, donc plus des présidents qui auront dans leurs compétences une autonomie réelle, qui assumeront... Celui qui est au-dessus de tout le monde, ça restera Olivier Minguin alors? Restera un candidat ou une candidate le moment venu, et je ne sais pas du tout si ça sera moi, loin de là peut-être. Avant le mois de mars, vous vous décidez quand même. Oui, bien entendu. Merci Olivier Minguin d'avoir été l'invité de l'interview. Bon après-midi, 18h le journal, 18h25 le magazine M.